qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala et j'ai encore le réel plaisir ici de venir dans le cadre de la Géodé Sud nous présenter encore un tout nouveau numéro sur le même but, celui de démocratiser le système de pensée des peuples du Sud. La Géodé Sud se fixe comme objectif, comme but ultime de pousser le peuple du Sud à comprendre l'importance, le potentiel, les richesses que regorge leur territoire, leur mindset. C'est tout simplement incroyable d'avoir un peuple aussi riche, avec des territoires aussi riches, mais qui continue à croire et à penser que le développement est une question d'une certaine position ou d'un certain endroit géographique. Donc, on ne va pas éternellement continuer à aller se cacher dans le développement d'autres peuples, notamment les pays du Nord, qui, du reste, nous pensons et croyons d'ailleurs à tort que ce sont les seuls pays qui peuvent être développés dans le monde. Alors, depuis un certain temps, j'essaie de revenir sur l'histoire du monde pour que tous ensemble comprenions justement le développement, la mentalité. Le développement ou les sous-développements, ce sont des inventions humaines. Prendre conscience, c'est la base. Arriver à réaliser que c'est possible, ça c'est la clé du développement. Un peuple ne peut pas se développer s'il n'y croit pas. Et c'est ça qui nous affaiblit. Nous avons longtemps été assujettis sur le plan mental, intellectuel, du raisonnement, que le développement est tout simplement un rêve irréalisable pour les pays du Sud ou pour les sudistes. J'ai vu des gens de peuples du Sud, même dans le pays du Nord, même en Europe. J'ai vu les sudistes. Quand tu le regardes et tu lis dans leurs yeux le désespoir, le rejet du véritable monde entre guillemets du Nord. Et cette situation peut s'arrêter. Ça a été le cas aussi pour les pays qu'on appelle aujourd'hui du Nord. Chaque pays, chaque coin du monde, chaque région a son histoire. Et aujourd'hui, je vais parler d'un produit. Quand j'ai regardé cette émission, il y a déjà plein d'émissions, vous pouvez aller regarder sur YouTube, sur d'autres chaînes qui présentent justement ce type d'émission. Et je veux le donner, je veux le dire avec mes mots. Aujourd'hui, le monde parle. D'ailleurs, ce que nous le vivons, la COP28 qui se déroule à Dubaï, les négociations sont en cours, c'est que on veut la transition énergétique. Tous nous savons que le pétrole est la principale source d'énergie dans le monde. C'est une énergie fossile. Et qu'il faut quitter le pétrole pour migrer vers d'autres alternatives qui jusqu'ici n'ont pas encore fait leurs preuves. Et donc il faut essayer avec le solaire, avec les nucléaires, avec l'éolienne et tout ce qu'on sait là. Mais est-ce que vous savez que ce pétrole-là, lorsqu'il a été découvert, lorsqu'on a compris les vertus du pétrole, il y a beaucoup de pays qui ont été développés, notamment les États-Unis d'Amérique. Leur puissance économique a été fondée sur le pétrole. C'est la puissance, le premier producteur du pétrole mondial jusqu'à maintenant. Et on peut prendre aussi les pays de l'OPEP. Des pays qui ont découvert de produits stratégiques après la Seconde Guerre mondiale. Le monde avait besoin de se réindustrialiser. L'Europe avait besoin d'être reconstruite. Et le pétrole était indispensable. L'énergie, toujours indispensable dans toutes les sociétés. Et les pays qui ont détenu ont bien joué leur carte. Très bien joué leur carte. Et les États-Unis qui ont très bien joué leur carte. Et la Russie qui joue très bien ses cartes avec le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, nous assistons aussi à cette montée en puissance des pays d'Asie, rien qu'avec le pétrole. On parle, ça c'est un peu avant, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous parlons du Qatar. Aujourd'hui, nous parlons des Émirats Arabes Unis. Tous ces pays se sont construits grâce au pétrole. Mais je veux vous dire que le monde veut basculer, ce qui est encore difficile jusqu'ici,
quitter le pétrole vers d'autres sources d'énergie alternatives moins polluantes que le pétrole. Et pour info, l'Union européenne a décidé que d'ici 2035, toutes les voitures, on doit passer à du 100% électrique, des voitures électriques. Or, pour avoir une voiture électrique, pour avoir une batterie électrique d'une voiture électrique, on a besoin de ressources. Et la ressource l'une des ressources les plus importantes, c'est le cobalt. Le cobalt. Le cobalt, aujourd'hui, s'inscrit parmi les quelques métaux les plus stratégiques au niveau planétaire. Comme ce fut le cas avec le pétrole, comme c'est le cas avec le pétrole, comme c'est le cas avec les terres rares, comme c'est le cas avec le coltan, le cobalt aussi s'impose comme l'un des métaux les plus stratégiques au monde. Et curieusement, un pays au monde détient, je veux dire ici, le monopole exclusif de ces métaux rares et importants pour la transition énergétique. C'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo serait à l'origine de plus de 70, donc de 70% de la production du cobalt au monde. La République démocratique du Congo. Mais ce qui fait mal ici, c'est que quand je cite le pays comme les États-Unis, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, la Russie, qui se sont imposés, qui ont bâti leur développement rien que sur le pétrole. Leur économie repose à décoller grâce au pétrole. Mais la République démocratique du Congo, qui est pointée du doigt ici pour jouer un rôle majeur, pas dans le passé, mais là maintenant, toute la puissance mondiale s'est rue pour avoir le cobalt congolais. Mais le Congo, la RDC, a malheureusement du mal à s'imposer avec sa richesse. On va regarder d'abord ces petits éléments ici et puis on va commenter juste après. Merci. C'est l'un des métaux les plus rares à la surface du globe, convoité par tous les pays pour une raison simple. Le cobalt est devenu indispensable. En France, chacun des 65 millions de téléphones portables contient entre 5 et 10 grammes de cobalt. Il en faut 10 kilos dans une batterie de voiture électrique et 70% de ce cobalt vient d'un seul pays, la République démocratique du Congo, un pays dans lequel les conditions d'extraction sont parfois inhumaines, où les mineurs risquent leur vie. Regardez le grand reportage exceptionnel de Florian Litzler, Gilles Parot et Valérie Belgrand-Barbier. À 50 mètres sous terre, c'est la ruée vers l'or bleu. Le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Dans cette mine de Kolwezi, en République démocratique du Congo, sous chacune de ces tentes, il y a un puits où s'entassent des dizaines d'hommes. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la mine. Alexis Mutombo, un des dirigeants, y sera. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. Les 2/3 du cobalt utilisé dans le monde sont extraits du Congo. Quelques grammes dans nos batteries de téléphone portable, 10 kilos pour celle d'une voiture électrique. Une révolution nourrie grâce au sac remonté des mines de Kolwezi. Le premier maillon d'une chaîne qui s'étire à l'extérieur, au-dessus de la plus grande réserve de cobalt du monde. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Avez-vous compris quelque chose? Un pays qui aujourd'hui peut jouer toutes les cartes pour être développé, mais malheureusement, il est toujours parmi les pays les plus pauvres du monde. Le cobalt est devenu un métal stratégique, un minerai stratégique. Et un seul pays au monde, a le monopole quasi exclusif avec les réserves les plus importantes encore du cobalt.
mais ne sait pas s'imposer malheureusement. Lorsque nous parlons tout le temps sur des questions géopolitiques, que les autorités ou les dirigeants des pays du Sud, nous avons malheureusement pas la chance d'avoir des vrais leaders. Des vrais leaders. Et ce qui me fait mal, c'est de voir que ces cobalts-là, on n'est pas en train seulement de parler des réserves, mais on parle aussi de la production, parce que la République démocratique du Congo, c'est le premier producteur et exportateur du cobalt au monde, avec les plus grandes mines du cobalt au monde. Des grandes entreprises multinationales viennent puiser ces cobalts-là. Et je me suis marré quand j'ai entendu le président de la République démocratique du Congo dire que nous avons construit un aéroport à Kolwezi afin de bien accueillir les investisseurs. Ils n'auront plus besoin de passer par Kinshasa avant de descendre vers le Katanga et tout, voilà les trucs. Donc on a construit un aéroport international à Kolwezi pour qu'ils atterrissent directement là-bas. Ceux que nous appelons des investisseurs qui viennent à Kolwezi, le sont-ils réellement ou ce sont des pilleurs? C'est bien de construire un aéroport à Kolwezi, c'est très bien. D'ailleurs, c'est bien de construire des aéroports un petit peu partout, mais c'est une honte de présenter un aéroport juste pour accueillir ces investisseurs-là qui viennent piller les richesses du pays. Si à Kolwezi, on a construit un aéroport international parce qu'il y a des investisseurs qui vont descendre là-bas, et alors dans d'autres provinces, s'il n'y a pas des richesses, s'il n'y a pas du cobalt, il n'y a pas de minerais, donc il n'y a aucune raison de construire des aéroports internationaux là-bas. Est-ce que les Congolais n'ont-ils pas besoin de voyager? Est-ce qu'il n'y a pas de commerce, un commerce international qui peut être aussi important? Et donc, nous n'avons besoin que d'accueillir des investisseurs, ceux que nous appelons investisseurs. Parce que moi, quand j'ai suivi ça, c'est une véritable honte. Ces gens-là qu'on appelle des investisseurs-là, quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent dans ce pays? Quand nous regardons la zone de Kolwezi, d'où viennent les plus grandes quantités de cobalt au monde, la population de cette zone là-bas, quel est le niveau de vie? La pauvreté, elle est sans égale. Sans égale. C'est malheureux de vanter des investisseurs que nous recevons dans cette zone du pays, mais qui la population qui est tout autour vit la véritable misère. Je vais vous dire une chose. Quand ces investisseurs étrangers arrivent là-bas sur place, ils investissent. C'est bien beau de calculer dans le PIB, il augmente et tout. Mais le PIB, c'est un indicateur menteur, mensonger, et on le sait. Ce n'est pas un indicateur fiable pour calculer la vraie richesse d'une nation. Est-ce que c'est vraiment important de calculer le PIB parce qu'il y a des mining, des grandes entreprises minières, alors que nous savons que quand ces entreprises exploitent, ils vont vendre à Dubaï, ils vont vendre en Chine, parce que c'est la Chine qui est le plus grand consommateur du cobalt, vont vendre en Chine cet argent-là. Quel est le retour en République démocratique du Congo? Parce que de un, ces investissements-là ne sont pas congolais, ce sont des investissements étrangers. Il faut rémunérer les investissements dans des banques internationales. Les bénéfices et donc partager des dividendes, ce sont des investisseurs étrangers. Ils font leurs réserves dans de grandes banques internationales. Le seul retour que nous avons sur le sol congolais, le seul retour que nous avons, ce sont les salaires et quelques taxes qu'ils payent, du moins s'ils payaient même les impôts normalement. Est-ce qu'on peut se contenter de quelques impôts et des salaires? C'est quelque chose d'inacceptable. Si nous devons exploiter ces cobalts de cette façon-là, eh bien nous resterons toujours pauvres. Et ça, c'est ce qui est malheureux. Alors que tous les autres pays ont imposé le monopole de l'exploitation de leurs minéraux. Les cobalts sont exploités par des entreprises étrangères, aucune entreprise congolaise. Les Congolais sont dans l'exploitation artisanale. C'est une honte de voir un minerai aussi stratégique comme celui-là, qui est l'espoir de demain. Toutes les grandes entreprises minières vont courir pour aller signer des contrats miniers en République démocratique du Congo afin d'obtenir ce minerai. Aujourd'hui, c'est la Chine qui a le grand part et tout. Il y a la Suisse aussi avec ces grandes entreprises, Glencore qui est là-bas, qui est la plus grande entreprise minière au monde. Mais qu'est-ce que le Congo gagne? La Gécamine qui est là-bas, elle est quasi morte. Tout le pays, quand vous allez en Russie, le pétrole est contrôlé quasi par l'État.
L'exploitation pétrolière est contrôlée par l'État. Les plus grandes entreprises d'exploitation du pétrole sont russes. Quand vous allez en Chine, les entreprises qui exploitent les terres rares sont quasi contrôlées par le gouvernement chinois. Ce sont des entreprises d'économie mixte. Quand vous allez aux États-Unis, la même chose. Mais quand vous arrivez dans des pays du Sud, la République démocratique du Congo, ça c'est triste. Ce sont des investissements totalement étrangers avec une participation mais vraiment minoritaire de la GECAMI. Jusqu'à quand on va continuer à dormir et à attendre? Il s'agit des réserves qui s'épuisent, malheureusement. Pourquoi ne pouvons-nous pas penser à une potentielle transformation de ces produits stratégiques? En Chine, quand on produit les terres rares, on transforme en Chine. Hein? Ah oui, la Chine ne vend pas les terres rares à les exportations. Et d'ailleurs, c'est l'un des dossiers qui font grincer les dents, qui attisent encore les conflits entre la Chine et l'Occident. L'Occident impose à la Chine d'exporter le plus de terres rares, mais la Chine refuse. La Chine a fait plier des grandes entreprises au monde pour aller chercher des terres rares. Des grandes entreprises technologiques se fournissent en produits, pas de produits en terres rares, mais des produits qui sont déjà finis, des produits intermédiaires en Chine. Parce que les terres rares sont transformées en Chine. Les pays d'Afrique. Et tout ça, ça cause des accords diaboliques qui vont passer des leaders peureux. Et si nous continuons à avoir ce genre de leaders-là, c'est malheureux. Nous resterons toujours comme ça. C'est très malheureux. Je vais encourager ici des pays comme le Burkina Faso et du reste, nous sommes un petit peu au courant de sa construction de sa première raffinerie d'or. La première pierre, c'est une question de souveraineté d'abord. Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Donc, pour poser ces genres d'actes sur les continents africains ou dans les pays du Sud, il faut avoir des leaders qui n'ont aucun compte à rendre avec le pouvoir occidental. En tout cas, entre guillemets, c'est ce qu'on peut se dire. Et donc, pour avoir des leaders qui ont le contrôle de leur pays, il faut vraiment que ce soit des leaders issus des coups d'État. Parce qu'on prend le pays comme la RDC encore ici, qui s'est doté de sa première raffinerie d'or l'année dernière, en 2022. Comment vous imaginez un pays qui produit autant d'or? Et que ce n'est qu'en 2022 que nous avons eu notre première raffinerie d'or. Et qui, du reste, il y a un dossier politique, mais vraiment louche, sur les investissements de cette raffinerie qui est basée au Sud Kivu. Mais c'est une honte. Nous savons le rôle stratégique que joue le coltan dans le monde. Le Congo produit le coltan, mais aucune raffinerie de coltan dans ce pays-là. Toute l'exploitation est exclusivement artisanale. Vous pensez que ces réserves-là sont éternelles? Et sudistes, les leaders que nous votons, que nous mettons au pouvoir, nous devons leur obliger de prendre de vraies décisions. Parce que jusqu'ici, nous n'avons que des gens qui ne nous servent quasi à rien du tout. Si nous n'avons pas des leaders qui puissent ouvrir les yeux et imposer la transformation de nos produits, des matières premières sur le sol africain, dans le pays du Sud, nous allons continuer à dépendre toujours des pays qui nous dominent. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Et je vais dire ici, à tous ces leaders-là, au président congolais, que jusqu'ici, c'est une honte. Il faut prendre des dispositions nécessaires. Ça là, c'est une honte. Soit c'est un manque d'intelligence absolue, ou c'est vraiment des deals qui ne disent pas leurs mots. On vient de découvrir il n'y a pas longtemps le deal qu'avait fait le président honoraire Joseph Kabila avec les groupements d'entreprises chinois
Le contrat qu'on avait appelé le contrat du siècle en 2009 ou 2000, je ne sais plus, 2008, 2009 et tout ça. Un contrat d'environ 6 milliards, 8 milliards ou 9 milliards de dollars congolais, de dollars américains. Et que la Chine devrait construire des hôpitaux, des écoles, des routes en République démocratique du Congo contre les minerais, le cobalt, le cuivre, l'or et tout le reste, d'une valeur de plus de 9 milliards ou 8 milliards, ou je ne sais plus exactement le montant, 9 milliards. 10 ans plus tard, on se rend compte que la Chine a gagné plus de 10 milliards de dollars américains contre, écoutez bien, contre seulement 800 millions de dollars aux Congolais. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quel déséquilibre, quel déficit, Vous voyez un peu le contrat, comment ça se passe hein, dans l'exploitation des minéraux. 10 milliards que la Chine a gagné contre 800 millions que le Congo a gagné. Et le président était obligé de se déplacer jusqu'en Chine pour aller revoir les termes de ce contrat-là. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont décidé pour que si la Chine va nous rembourser ou on ne sait pas. Et ça, c'est peut-être ce qu'on connaît. Quand on dit qu'il y a des pays qui viennent piller dans nos pays-là, mais c'est une réalité. Et que lorsque nous mettons de leaders, lorsque nous avons de leaders, ils doivent subir la pression jusqu'à imposer à voter de loi sur la transformation. Il y a une nécessité de la transformation de nos ressources naturelles. Nous pouvons produire des câbles, nous pouvons produire des batteries, des voitures électriques, nous pouvons produire tout ça. La raffinerie d'or en Côte d'Ivoire, non pardon, au Burkina Faso, la construction de cette usine ou l'installation des machines là, cela ne va durer que 11 mois. Ce n'est pas le délai qui nous manque, ce n'est pas le moyen qui nous manque, ce n'est pas la technologie non plus qui nous manque, parce que nous pouvons prendre des industriels partout dans le monde, on peut les amener sur le territoire, en Afrique et n'importe où pour exploiter, pour transformer, ou imposer aux entreprises qui transforment en Chine, en Europe et un peu partout aux États-Unis d'aller s'implanter là-bas, comme en Indonésie, comme au Singapour, comme en Chine, comme en Russie, comme dans tous les autres pays qui se respectent, qui ont imposé que les investisseurs viennent s'implanter dans leur pays pour transformer leurs produits. Si ça continue, malheureusement, nous serons toujours pauvres. Voilà un peu, vous pouvez mettre vos avis et faire vos commentaires. Nous sommes dans un monde un petit peu libre. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Et ça va nous faire du bien. Je vais rappeler encore ici le besoin urgent, c'est de réveiller la conscience des sudistes. Pousser les sudistes à croire au développement, à se dire nous avons tout pour être développés. Nous ne pouvons pas continuellement convoiter le développement d'autres pays, notamment les pays du Nord qui sont très développés. Nous pouvons nous développer peut-être à notre manière, mais offrir quand même des bonnes conditions de vie aux populations du Sud et rendre fiers nos pays. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions et à très bientôt. La Géodé Sud vous remercie et vous demande de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si la thématique vous intéresse. Ne ratez rien de nos publications. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.